On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, Barack Obama commence donc une tournée d'adieu en Europe où il rencontrera les principaux dirigeants, tout cela dans un climat bouleversé par l'élection de Donald Trump. Et oui, ils pleurent comme des enfants qui ont perdu leur papa, comme des enfants du divorce qui voient leur père quitter leur mère. Les Américains ont choisi Donald Trump, mais ce sont les Européens qui regrettent le plus Hillary Clinton. Tous ceux qui croient encore au monde libre, en la fable de l'oncle Sam bienveillant, tous les atlantistes, tous les libéraux, tous ceux qui ont la foi dans les vertus du libre-échange, tous ceux qui se sentent à l'abri sous le parapluie nucléaire américain, tous ceux qui ont peur de l'ogre russe, tous ceux qui considèrent que l'Amérique est la mère des démocraties, tous ceux qui ont la bannière étoilée dans le cœur, avant même leur propre drapeau, tous ceux qui sont éternellement reconnaissants à l'Amérique de les avoir libérés de la botte nazie, en oubliant seulement que c'est la Russie qui a brisé la machine de guerre allemande. Oui, tous ceux-là ont la gueule de bois. Leur monde s'écroule. Les commissaires de Bruxelles s'apprêtent à jeter à la poubelle les énormes dossiers du traité de libre-échange transatlantique et s'affolent à l'idée de voir déverser en Europe toutes les marchandises que les Chinois ne pourront plus vendre sur le marché américain. Laurent Fabius et Ségolène Royal pourront lire les milliers de pages de la COP21 pour meubler leur nuit d'insomnie. Les dirigeants des pays baltes et de la Pologne, eux, ne dorment plus que d'une oreille, effrayés à l'idée que Trump et Poutine s'entendent sur leur dos. Les autres dirigeants européens affolés comptent les milliards d'euros qu'ils devront investir dans leur budget militaire si Trump vide l'OTAN de sa substance. Bref, la surprise est totale ? Ils auraient dû pourtant s'y attendre. Ils auraient dû se méfier, ils auraient dû mieux écouter ce que leur murmurait Obama. Ah, les manières du distingué Barack étaient bien sûr plus polissées, mais le fond n'était pas substantiellement différent des vociférations de Donald. Déjà, Obama n'avait plus Dieu que pour la Chine et son fameux pivot. Déjà, le Congrès américain, à majorité républicaine, n'entendait pas ratifier les résultats de la COP21. Déjà, Hillary Clinton avait renoncé au traité transatlantique sur la pression de sa base du Parti démocrate. Déjà, les militaires américains disaient le plus grand mal de l'OTAN. Ils jugeaient les forces européennes minables, voire encombrantes. Seules les troupes françaises en Afrique trouvaient grâce à leurs yeux. En vérité, l'OTAN est devenue inutile depuis la chute de l'URSS il y a 25 ans. L'état-major américain a tout de suite proposé sa dissolution. Mais les présidents américains ne l'ont conservé que pour justifier le maintien de leur protectorat sur l'Europe. L'OTAN et son illusion de solidarité occidentale sont très utiles pour opposer les Européens de l'Ouest, et en particulier l'Allemagne, à la Russie. Et l'OTAN est commode pour clouer le bec à ces Français qui poursuivent sans se lasser leur chimère de défense européenne. Mais les dirigeants européens n'ont rien voulu voir, ni rien voulu savoir. Après le Brexit, la surprise devient chez eux une seconde nature. Si gouverner, c'est prévoir, il faut admettre qu'il y a belle lurette que nous ne sommes plus gouvernés. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, Barack Obama commence donc une tournée d'adieu en Europe où il rencontrera les principaux dirigeants, tout cela dans un climat bouleversé par l'élection de Donald Trump. Et oui, ils pleurent comme des enfants qui ont perdu leur papa, comme des enfants du divorce qui voient leur père quitter leur mère. Les Américains ont choisi Donald Trump, mais ce sont les Européens qui regrettent le plus Hillary Clinton. Tous ceux qui croient encore au monde libre, en la fable de l'oncle Sam bienveillant, tous les atlantistes, tous les libéraux, tous ceux qui ont la foi dans les vertus du libre-échange, tous ceux qui se sentent à l'abri sous le parapluie nucléaire américain, tous ceux qui ont peur de l'ogre russe, tous ceux qui considèrent que l'Amérique est la mère des démocraties, tous ceux qui ont la bannière étoilée dans le cœur, avant même leur propre drapeau, tous ceux qui sont éternellement reconnaissants à l'Amérique de les avoir libérés de la botte nazie, en oubliant seulement que c'est la Russie qui a brisé la machine de guerre allemande. Oui, tous ceux-là ont la gueule de bois. Leur monde s'écroule. Les commissaires de Bruxelles s'apprêtent à jeter à la poubelle les énormes dossiers du traité de libre-échange transatlantique et s'affolent à l'idée de voir déverser en Europe toutes les marchandises que les Chinois ne pourront plus vendre sur le marché américain. Laurent Fabius et Ségolène Royal pourront lire les milliers de pages de la COP21 pour meubler leur nuit d'insomnie. Les dirigeants des pays baltes et de la Pologne, eux, ne dorment plus que d'une oreille, effrayés à l'idée que Trump et Poutine s'entendent sur leur dos. Les autres dirigeants européens affolés
comptent les milliards d'euros qu'ils devront investir dans leur budget militaire si Trump vide l'OTAN de sa substance. Bref, la surprise est totale ? Ils auraient dû pourtant s'y attendre. Ils auraient dû se méfier. Ils auraient dû mieux écouter ce que leur murmurait Obama. Ah, les manières du distingué Barack étaient bien sûr plus polissées. Mais le fond n'était pas substantiellement différent des vociférations de Donald. Déjà, Obama n'avait plus Dieu que pour la Chine et son fameux pivot. Déjà, le Congrès américain à majorité républicaine n'entendait pas ratifier les résultats de la COP 21. Déjà, Hillary Clinton avait renoncé au traité transatlantique sur la pression de sa base du Parti démocrate. Déjà, les militaires américains disaient le plus grand mal de l'OTAN. Ils jugeaient les forces européennes minables, voire encombrantes. Seules les troupes françaises en Afrique trouvaient grâce à leurs yeux. En vérité, l'OTAN est devenue inutile depuis la chute de l'URSS il y a 25 ans. L'état-major américain a tout de suite proposé sa dissolution. Mais les présidents américains ne l'ont conservé que pour justifier le maintien de leur protectorat sur l'Europe. L'OTAN et son illusion de solidarité occidentale sont très utiles pour opposer les Européens de l'Ouest et en particulier l'Allemagne à la Russie. Et l'OTAN est commode pour clouer le bec à ces Français qui poursuivent sans se lasser leur chimère de défense européenne. Mais les dirigeants européens n'ont rien voulu voir, ni rien voulu savoir. Après le Brexit, la surprise devient chez eux une seconde nature. Si gouverner, c'est prévoir, il faut admettre qu'il y a belle lurette que nous ne sommes plus gouvernés. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Barack Obama commence donc une tournée d'adieu en Europe où il rencontrera les principaux dirigeants, tout cela dans un climat bouleversé par l'élection de Donald Trump. Et oui, ils pleurent comme des enfants qui ont perdu leur papa. Comme des enfants du divorce qui voient leur père quitter leur mère. Les Américains ont choisi Donald Trump, mais ce sont les Européens qui regrettent le plus Hillary Clinton. Tous ceux qui croient encore au monde libre, en la fable de l'oncle Sam bienveillant, tous les atlantistes, tous les libéraux, tous ceux qui ont la foi dans les vertus du libre-échange, tous ceux qui se sentent à l'abri sous le parapluie nucléaire américain, tous ceux qui ont peur de l'ogre russe, tous ceux qui considèrent que l'Amérique est la mère des démocraties, tous ceux qui ont la bannière étoilée dans le cœur, avant même leur propre drapeau, tous ceux qui sont éternellement reconnaissants à l'Amérique de les avoir libérés de la botte nazie, en oubliant seulement que c'est la Russie qui a brisé la machine de guerre allemande. Oui, tous ceux-là ont la gueule de bois. Leur monde s'écroule. Les commissaires de Bruxelles s'apprêtent à jeter à la poubelle les énormes dossiers du traité de libre-échange transatlantique. Et s'affolent à l'idée de voir déverser en Europe toutes les marchandises que les Chinois ne pourront plus vendre sur le marché américain. Laurent Fabius et Ségolène Royal pourront lire les milliers de pages de la COP 21 pour meubler leur nuit d'insomnie. Les dirigeants des pays baltes et de la Pologne, eux, ne dorment plus que d'une oreille, effrayés à l'idée que Trump et Poutine s'entendent sur leur dos. Les autres dirigeants européens affolés comptent les milliards d'euros qu'ils devront investir dans leur budget militaire si Trump vide l'OTAN de sa substance. Bref, la surprise est totale ? Ils auraient dû pourtant s'y attendre. Ils auraient dû se méfier. Ils auraient dû mieux écouter ce que leur murmurait Obama. Ah, les manières du distingué Barack étaient bien sûr plus polissées. Mais le fond n'était pas substantiellement différent des vociférations de Donald. Déjà, Obama n'avait plus Dieu que pour la Chine et son fameux pivot. Déjà, le Congrès américain à majorité républicaine n'entendait pas ratifier les résultats de la COP 21. Déjà, Hillary Clinton avait renoncé au traité transatlantique sur la pression de sa base du Parti démocrate. Déjà, les militaires américains disaient le plus grand mal de l'OTAN. Ils jugeaient les forces européennes minables, voire encombrantes. Seules les troupes françaises en Afrique trouvaient grâce à leurs yeux. En vérité, l'OTAN est devenue inutile depuis la chute de l'URSS il y a 25 ans. L'état-major américain a tout de suite proposé sa dissolution. Mais les présidents américains ne l'ont conservé que pour justifier le maintien de leur protectorat sur l'Europe. L'OTAN et son illusion de solidarité occidentale sont très utiles pour opposer les Européens de l'Ouest et en particulier l'Allemagne à la Russie. Et l'OTAN est commode pour clouer le bec à ces Français qui poursuivent sans se lasser leur chimère de défense européenne. Mais les dirigeants européens n'ont rien voulu voir, ni rien voulu savoir. Après le Brexit, la surprise devient chez eux une seconde nature.
Si gouverner, c'est prévoir, il faut admettre qu'il y a belle lurette que nous ne sommes plus gouvernés. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Barack Obama commence donc une tournée d'adieu en Europe où il rencontrera les principaux dirigeants, tout cela dans un climat bouleversé par l'élection de Donald Trump. Et oui, ils pleurent comme des enfants qui ont perdu leur papa, comme des enfants du divorce qui voient leur père quitter leur mère. Les Américains ont choisi Donald Trump, mais ce sont les Européens qui regrettent le plus Hillary Clinton. Tous ceux qui croient encore au monde libre, en la fable de l'oncle Sam bienveillant, tous les atlantistes, tous les libéraux, tous ceux qui ont la foi dans les vertus du libre-échange, tous ceux qui se sentent à l'abri sous le parapluie nucléaire américain, tous ceux qui ont peur de l'ogre russe, tous ceux qui considèrent que l'Amérique est la mère des démocraties, tous ceux qui ont la bannière étoilée dans le cœur, avant même leur propre drapeau, tous ceux qui sont éternellement reconnaissants à l'Amérique de les avoir libérés de la botte nazie, en oubliant seulement que c'est la Russie qui a brisé la machine de guerre allemande. Oui, tous ceux-là ont la gueule de bois. Leur monde s'écroule. Les commissaires de Bruxelles s'apprêtent à jeter à la poubelle les énormes dossiers du traité de libre-échange transatlantique et s'affolent à l'idée de voir déverser en Europe toutes les marchandises que les Chinois ne pourront plus vendre sur le marché américain. Laurent Fabius et Ségolène Royal pourront lire les milliers de pages de la COP21 pour meubler leur nuit d'insomnie. Les dirigeants des pays baltes et de la Pologne, eux, ne dorment plus que d'une oreille, effrayés à l'idée que Trump et Poutine s'entendent sur leur dos. Les autres dirigeants européens affolés comptent les milliards d'euros qu'ils devront investir dans leur budget militaire si Trump vide l'OTAN de sa substance. Bref, la surprise est totale ? Ils auraient dû pourtant s'y attendre. Ils auraient dû se méfier, ils auraient dû mieux écouter ce que leur murmurait Obama. Ah, les manières du distingué Barack étaient bien sûr plus polissées, mais le fond n'était pas substantiellement différent des vociférations de Donald. Déjà, Obama n'avait plus Dieu que pour la Chine et son fameux pivot. Déjà, le Congrès américain, à majorité républicaine, n'entendait pas ratifier les résultats de la COP21. Déjà, Hillary Clinton avait renoncé au traité transatlantique sur la pression de sa base du Parti démocrate. Déjà, les militaires américains disaient le plus grand mal de l'OTAN. Ils jugeaient les forces européennes minables, voire encombrantes. Seules les troupes françaises en Afrique trouvaient grâce à leurs yeux. En vérité, l'OTAN est devenue inutile depuis la chute de l'URSS il y a 25 ans. L'état-major américain a tout de suite proposé sa dissolution. Mais les présidents américains ne l'ont conservé que pour justifier le maintien de leur protectorat sur l'Europe. L'OTAN et son illusion de solidarité occidentale sont très utiles pour opposer les Européens de l'Ouest, et en particulier l'Allemagne, à la Russie. Et l'OTAN est commode pour clouer le bec à ces Français qui poursuivent sans se lasser leur chimère de défense européenne. Mais les dirigeants européens n'ont rien voulu voir, ni rien voulu savoir. Après le Brexit, la surprise devient chez eux une seconde nature. Si gouverner, c'est prévoir, il faut admettre qu'il y a belle lurette que nous ne sommes plus gouvernés. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci d'être avec nous dans ce studio à quelques jours du premier tour de la primaire. Merci de m'avoir invité. Vous avez la pêche? Assez, oui. C'est tôt, puis je pars tout de suite à Nice, où on fait un grand meeting, puis il y a le débat, et puis il y aura Nîmes ensuite. Mais je crois que c'est un moment important de ces primaires. Les gens s'y intéressent, il y a beaucoup d'audience dans les radios, les télévisions, beaucoup de monde dans les meetings. Il y aura beaucoup d'électeurs? Écoutez, si je pouvais vous répondre à cette question, mais c'est vous les observateurs, c'est vous les spécialistes. Disons que j'espère qu'il y en aura des millions. Des millions, 2, 3 millions, 4 millions. On dit dans notre dernier sondage, Kantar, Sofres, OnePoint, le niveau moyen... Si on se fonde là-dessus, alors là, c'est vraiment si on se fonde là-dessus. Vous savez, avec ce qui s'est passé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, je crois que le mieux pour nous, vous comme nous, c'est de n'en tenir aucun compte. Ce que j'espère, c'est qu'on fera au moins ce qui a été fait en 2012 pour la primaire de la gauche, c'est-à-dire 2,5 millions
Ça serait déjà un grand succès. Au premier tour. Je crois pas. Je crois qu'au premier tour, c'était 2,6 millions, au deuxième, voilà. Au 2,8 millions. Exactement. En tout cas, ce sont des indicateurs. En tout cas, c'est un vrai exercice démocratique et c'est important. Je disais, les sondages sont au moins un indicateur de dynamique. Vous pouvez admettre cela. Et je vous demandais si vous avez la pêche. Vous avez la pêche parce que c'est Alain Juppé qui l'a dit hier soir en meeting. Il a même dit qu'il avait la super pêche. Il est toujours devant vous. Et François Fillon revient en trombe, il gagne 7 points selon ce sondage qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est encore un indicateur, un baromètre mensuel. Il peut vous rattraper en une semaine, Nicolas Sarkozy, François Fillon? Enfin, écoutez, pendant des mois, vous avez dit que c'était fait, que c'était Alain Juppé. Maintenant, on s'aperçoit qu'il baisse beaucoup. Dans le même sondage, à droite et au centre, je suis largement en tête. Je préfère que nous ne commentions pas les sondages. On aura la réponse dimanche pour le premier tour et dimanche en 8 pour le second. On verra à ce moment-là, c'est beaucoup plus important. Tout le reste, ce ne sont que des commentaires. Pour vous, c'est faussé. Pour vous, ces sondages peuvent être faussés, finalement, par un vote caché, comme vous dites. Franchement, tous les gens sont partis dormir le soir des élections américaines en pensant que c'est Hillary Clinton qui était élu. Puis finalement, c'était Trump. Tous les gens sont partis aller se coucher au moment du référendum britannique en pensant que le Brexit s'était refusé. Finalement, c'était accepté. Écoutez, le mieux, c'est de se concentrer sur les propositions des uns et des autres. Comment répond-on aux défis nouveaux? Et l'élection de M. Trump est un défi incontestable pour la France et pour l'Europe. On va en parler, mais vous dites que les sondages peuvent se tromper. Non, je ne dis pas du tout ça, je les commande pas. Y compris pour François Fillon, qui aujourd'hui rêve d'être au second tour qualifié. Mais c'est normal, mais il y a 7 candidats, on verra ce que font les uns et les autres, restons tranquilles. Vous dites qu'Alain Juppé, en tout cas, gouvernerait la France, je vous l'ai entendu, comme une vieille dame qu'on ne veut pas bouger. Comment caractérisez-vous le programme de François Fillon? Bon, nous avons, François Fillon et moi, une différence, qui est une différence importante, même si nous avons beaucoup de points de désaccord. Il propose une augmentation de 2 points de la TVA. Je m'oppose absolument à toute augmentation des impôts. Pourquoi ? Parce que M. Hollande a augmenté les impôts des Français de 50 milliards. Je ne crois pas qu'une cure d'austérité, qu'une purge, qu'une nouvelle augmentation des impôts améliorera en quoi que ce soit la situation française. Nous avons les impôts les plus élevés d'Europe, proposés comme le fait François Fillon, et d'ailleurs Alain Juppé. Alain Juppé propose 1 point d'augmentation de TVA. François Fillon, 2 points d'augmentation de TVA. Je pense que c'est une erreur économique. Je propose, pour ma part, la baisse des charges, la baisse de l'impôt sur le revenu, la suppression de toute cotisation sociale sur les emplois familiaux. Je pense que la France croule sur les impôts qui désespèrent les classes moyennes. Supprimer 600 000 emplois de fonctionnaires, comme le propose aussi François Fillon. Alain Juppé estime que c'est irréaliste. Et vous? Moi, j'ai proposé 300 000 suppressions de postes de fonctionnaires, 150 000 dans la fonction publique d'État, 150 000 dans la fonction territoriale. Écoutez, 5 années de présidence avec mon Premier ministre François Fillon, on en a supprimé 150 000. Ouais. Si j'ai bien compris, il propose d'en supprimer 4 fois plus. J'émets des doutes sur la possibilité, mais c'est son droit de proposer ce qu'il propose. Donc finalement, dans le fond, vous avez la même appréciation de cette promesse de supprimer 600 000 fonctionnaires qu'Alain Juppé. Vous estimez non, que ça moi, n'est pas je ne porte pas de jugement sur les autres. Je vous dis, voilà la différence que nous avons. Ouais. C'est une différence assez forte, précise. C'est un débat qui n'est pas médiocre. Peut-on continuer à augmenter les impôts ou pas? Je pense que non. Je pense qu'il faut les baisser. Mais il a le droit de proposer l'augmentation de la TVA. Ce faisant, vous avez énoncé un certain nombre de réformes que vous proposez, effectivement, dans votre programme pour la primaire, mais il y a les sondages, il y a aussi l'image qui est importante. Et l'image de réformiste, c'est François Fillon qui la porte le mieux, dirais-je, du point de vue des Français. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas du tout. C'est lui qui a l'image de réformiste. Je ne sais pas où vous trouvez ça. Vous savez, revenons aux institutions. Qui est-ce qui est élu, Elisabeth Martichoux? C'est le président de la République. Qui est-ce qui est nommé? C'est le Premier ministre. Le patron, c'est donc celui qui est élu, pas celui qui est nommé. Mais là, il est jugé sur son programme. Et donc, lorsque j'étais président de la République, je décidais d'un certain nombre de réformes que François Fillon mettait en œuvre, loyalement. C'est ainsi. Pour le reste, nous avons chacun présenté des propositions. Moi, je suis venu pour expliquer les miennes, pas pour critiquer les autres. Parce que de toute manière, je vais vous dire une chose, dans 15 jours maximum, il va bien falloir qu'on se rassemble tous
pour proposer aux Français l'alternance. Ouais. Alors il y en a un que vous avez beaucoup critiqué, c'est François Bayrou. Et au moment où votre offensive anti-Bayrou a peut-être porté ses fruits, mais enfin vous dites que les sondages n'engagent à rien, vous admettez qu'en cas de duel Bayrou-Marine Le Pen, vous voteriez François Bayrou. Alors on ne comprend plus, parce qu'il a été votre cible pendant des semaines. Pardon Madame Martichoux, d'abord la question, on n'est pas dans la cour de récréation, la question n'est pas d'avoir un problème personnel avec Monsieur Bayrou, tout ça n'a aucun sens. C'est un problème politique majeur. Je ne partage pas les options programmatiques de François Bayrou. Il propose de créer une tranche d'impôt sur le revenu à 50%. Il propose de régulariser tous les étrangers en situation irrégulière. Il a refusé de voter la réforme des retraites que j'ai proposée avec François Fillon, passant l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. Comme dans le même temps, on doit continuer à augmenter l'âge de départ à la retraite, je vois pas ce qu'on ferait avec lui. J'ajoute que M. Hollande a été pendant 5 ans l'otage du front de gauche et des écologistes. Je ne veux pas demain être l'otage de M. Bayrou qui vote constamment pour la gauche, c'est tout. Je veux une alternance forte. Je veux une alternance. Mais si vous me permettez, Nicolas Sarkozy, la question n'est pas là. Ma question, vous avez dit. C'est pas les sondages qui déterminent, c'est les Français qui choisiront. Vous avez dit il y a une semaine à nos confrères du Parisien qui vous posaient cette question très clairement. Si François Bayrou devait, hypothèse, affronter Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Quel beau choix, quelle belle perspective. Mais vous avez dit François Bayrou. Non, mais moi, vous savez, je suis très constant, madame. Madame Martichoux. Monsieur Bayrou a dit, entre Madame Le Pen et Monsieur Sarkozy, je ne choisis pas, ce qui met le niveau de ses convictions et son engagement moral là-dedans. J'ai répondu, moi, je ne veux pas que Marine Le Pen s'assiette dans le fauteuil du président de la République. Je ne le veux pas, je ne le souhaite pas, je ne le désire pas. J'en tire donc les conclusions. Ça a toujours été clair. Pour autant, comme j'imagine, je pense et j'analyse que les défis français sont considérables, qu'il faudra une majorité très forte et une alternance très forte, l'idée que l'alternance puisse être otage de M. Bayrou, c'est la démonstration par A plus B que ça sera une alternance molle. Nicolas Sarkozy, excusez-moi. Vous avez dit que la principale leçon de l'élection de Donald Trump... Caroline Roux. Voilà, un partout là-bas. Au centre. La principale leçon... Encore pour moi, c'est plus flatteur. Pour vous. Pour moi, c'est plus flatteur, c'est ça. Bon, on fera les comptes après. La principale leçon, une des leçons de l'élection de Donald Trump, c'est qu'il faut écouter le peuple. Personne ne dira le contraire. Jusqu'où la grandeur de la politique, est-ce que c'est pas prendre ses responsabilités? Comment jusqu'où? Il y a 59 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. On ne va pas considérer que c'est 59 millions, comme disent les élites de populistes qui n'y comprennent rien. Il y a 17 millions d'Anglais qui ont voté pour le Brexit. Il est peut-être temps qu'on les entende. Et ce qui compte, me semble-t-il, c'est pas de faire un commentaire sur une élection maintenant passée. Monsieur Trump est le président des États-Unis d'Amérique. C'est qu'est-ce qu'on fait avec cette élection et quelles conséquences tirons-nous pour ça? Moi, je pense que ça ouvre une opportunité formidable pour que la France retrouve son leadership, que l'Europe porte des valeurs fortes et que nous acceptions cette idée très simple. Il n'y a pas de raison que l'Europe ne se protège pas et ne se défende pas. Je suis contre le protectionnisme, mais quand je vois que les Américains exigent que la totalité des appels d'offres pour les marchés publics soient fabriqués aux États-Unis, je me demande pourquoi immédiatement l'Europe ne se dote pas de la même loi. Ça, c'est l'Europe qui peut le faire, pas la France toute seule. La France est leader en Europe, la France a une responsabilité particulière. J'aurais été en situation d'être président de la République, je demanderais immédiatement une réunion du Conseil européen pour que nous décidions deux choses. Une loi qui oblige pour tous les marchés publics, quelle que soit l'entreprise étrangère qui les obtient, à fabriquer en Europe. Je ne veux plus de la disparition de notre industrie européenne et française. Et deuxièmement, si M. Trump met en œuvre son engagement de sortir de l'accord de Paris sur le climat, je souhaite une taxe carbone aux frontières de l'Europe qui taxe de 1 à 3% tous les produits américains, parce qu'il n'y a aucune raison que nos chefs d'entreprise respectent la loi et que les entreprises américaines s'en exonèrent. On en a parlé d'ailleurs avec Alain Juppé de cette initiative que vous avez. C'est quand même un sujet qui me semble plus important que le commentaire sur les sondages. Pour la paix du monde. Mais une question, la France pourra-t-elle avoir... C'est pas le protectionnisme le grand danger pour la paix du monde. Le grand danger pour la paix du monde, c'est que la Chine, le Brésil, la Russie, les États-Unis se protègent avec acharnement et que l'Europe
ne défendent pas ses intérêts. Parlons-en. Est-ce que vous pouvez exercer un leadership sur l'Europe, comme vous le souhaitez, alors que quand vous arrivez au pouvoir, vous souhaitez baisser l'impôt sur le revenu pour tous. Il y a un risque de faire exploser momentanément, mais quand même, les dépenses publiques et donc la règle des déficits. Est-ce que, de ce point de vue-là, est-ce que vous pouvez exercer un leadership quand vous direz à Bruxelles, écoutez, vos règles budgétaires, temporairement... Pardon, madame. J'ai dirigé l'Europe. Je connais le fonctionnement de l'Europe et j'ai participé à d'innombrables conseils européens. Vous parlez de la crise financière de 2008 ? Vous parlez je parle de la présidence de la France, de l'Europe en 2008. Il n'y a pas d'autre choix stratégique pour la France, économiquement parlant, que de diminuer nos dépenses, fortement nos dépenses publiques. J'enverrai donc, dès juillet 2017, un texte qui réduira les dépenses publiques sur 5 ans de 100 milliards et en même temps, simultanément, les monte un sens, un texte qui baissera immédiatement les impôts pour les entreprises, pour les classes moyennes et pour les familles. Et j'irai négocier avec nos partenaires, non pas en leur disant « voilà ce que je vous promets que nous allons faire », mais en leur disant « voilà ce que nous avons décidé ». Voilà ce qui est voté, voilà nos nouvelles politiques économiques de la France. On arrive à la fin de l'interview, j'ai 2 questions brèves si vous voulez bien. Vous en prenez à la pensée unique, hein, la pensée unique, celle j'imagine que portent vos adversaires. C'est contraire à la pensée unique de proposer une double ration de frites aux gamins de la cantine qui peuvent pas manger de jambon. Non, ce qui est de la pensée unique, c'est de caricaturer une idée qui est beaucoup plus forte. C'est ce que je viens de faire. Exactement, mais je vous le dis avec le sourire. Est-ce que vous répéteriez si vous me permettez de répondre à votre question avant de répondre la première à la seconde, nous avons un défi formidable qui est le défi d'un islam politique qui agit sous forme de provocation pour tester la résistance de la République. Dans la République, on n'a pas d'horaire différencié dans les piscines pour les hommes et pour les femmes. On n'oblige pas les femmes à porter un burkini sur les plages de France. Et dans les cantines scolaires, il y a le même menu parce que dans la République, il n'y a pas une table de petits musulmans, une table de petits juifs, une table de petits chrétiens. Alors, il y a vous un ne seul regrettez menu. pas ce type de formule. Pardon, ce que je regrette, c'est qu'on traite avec tant de légèreté un problème extrêmement important. Est-ce qu'il y a une République? Est-ce qu'il y a une règle? Quand on est invité dans la République, quand on exerce des responsabilités, on ne fixe pas ses propres règles personnelles et religieuses à la République française. Dans la République française, il y a une règle et une seule, comme il y a une communauté et une seule, la communauté nationale. Alors à propos du respect des règles de la République, Notre-Dame-de-Landes, la justice a validé hier les travaux, l'autorisation de faire des travaux. Donc le gouvernement est face à la possibilité d'évacuer les zadistes. Il faut qu'il le fasse tout de suite. Si vous arrivez au pouvoir en mai 2017 et que ça n'est pas fait, vous estimerez que l'État a manqué à ses engagements? Je vous garantis que la question de l'autorité est une question centrale en France. Où va-t-on? On a commencé ce quinquennat agonisant par Madame Leonarda qui donnait des instructions au président de la République et on le finit avec Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu 160 décisions de justice. Un ensemble de prétendus ONG. Il n'y a pas un risque considérable à faire cette évacuation? Il n'y a pas un risque de violence? Madame Martichoux, le spectre de Madame Martichoux, le risque considérable, c'est la pagaille. C'est le refus de l'autorité. C'est que chacun peut faire n'importe quoi. Des dizaines d'hectares en plein milieu de la République française sont occupés par des prétendus ONG d'extrême gauche, vivant de subsides publics, payés sur les cotisations des Français qui travaillent. Donc, il y a une décision de justice, elle est exécutée. Notre-Dame-des-Landes, le chantier doit commencer et ces gens doivent être évacués. Mais je pense la même chose pour ceux qui étaient debout la nuit et couchés le jour. Je pense la même chose pour les 3000 migrants en situation irrégulière sous le métro Stalingrad. Et je pense la même chose pour les gens du voyage qui occupent et qui coupent des autoroutes parce qu'ils ne sont pas contents. Dans un état de droit, il y a le droit, il y a la République, il y a la règle, et la règle, elle ne s'applique pas simplement aux citoyens honnêtes, elle s'applique aussi à tous ceux qui contestent la règle en permanence. Merci beaucoup Nicolas Sarkozy d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. Merci à tous les deux. Bête Martichoux, vous recevez ce matin Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL à une semaine maintenant, même moins d'une semaine d'ailleurs, du premier tour de la primaire de la droite et du centre. Je suis confiant, c'est ce que vous avez encore martelé samedi au Havre. Cela dit, vous chutez de 6 points en un mois dans notre sondage Kantar Sofres Onepoint. C'est la fin de l'état grâce pour vous? D'abord, quelque chose qui m'amuse un peu, c'est que tout le monde s'excite autour de ces sondages au moment même où on nous
a expliqué il y a 2 jours qu'il ne fallait surtout pas y croire sur la base de ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils peuvent se tromper d'ailleurs dans les grandes largeurs, comme aux États-Unis. Ils peuvent se tromper dans les 2 sens, bien sûr, ils ont beaucoup varié aux États-Unis. Cela dit, j'ai toujours regardé les sondages avec la plus grande prudence. J'ai toujours dit que rien n'était joué. Le corps électoral est mal connu dans cette élection, qui est tout à fait inédite. Et donc, ça sera serré, j'en ai parfaitement conscience. Conclusion, je fais campagne jusqu'au bout avec confiance et détermination. Alors ce sondage n'est pas un sondage instantané, c'est un baromètre qu'on a mis en place depuis le mois de juillet, donc il mesure l'évolution sur un mois et effectivement vous chutez. Comment vous l'expliquez? Vous payez un positionnement un peu trop prudent, votre rapprochement avec François Bayrou? D'abord, je suis toujours en tête, si je peux simplement le souligner, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez encourageant. Pour le reste, eh bien, vous pouvez analyser la situation. D'abord, je pense que François Fillon était sans doute sous-estimé dans les sondages précédents. Et puis ensuite, je concentre, puisque je suis encore le favori, toutes les attaques de tous les côtés, et ça finit parfois par faire quelques dégâts, bien sûr. D'ailleurs, François Fillon vous accuse, comme Nicolas Sarkozy, d'une forme de mollesse dans votre programme. Oui, bon, écoutez, ou bien je m'engage dans la polémique, ou bien je reste sur ma ligne, mais j'ai envie quand même de faire remarquer que s'il n'y avait pas eu des déçus de la période 2007-2012, on aurait gagné les élections de 2012. C'est donc qu'on a fait preuve à cette époque-là, et je ne critique pas, puisque j'ai été pendant 2 ans au gouvernement. On a parfois déçu aussi, et parfois qu'on n'a pas été assez courageux pour faire quelques réformes, celle des 35 heures par exemple, ou quelques autres. On a fait aussi des erreurs, on a supprimé par exemple 10 000 postes de policiers, alors qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est la présence de la police Nicolas sur le Sarkozy terrain vous a qui est répondu importante. Hier soir. Je sais pas si vous oui, l'avez je sais, mais sa réponse ne m'a pas convenu. Elle dit qu'elle est légère. Il n'en reste pas moins que 10 000 policiers manquent, et c'est tellement vrai qu'on est en train de les recruter aujourd'hui. Donc là-dessus, je persiste et je signe. La sécurité, c'est d'abord la présence des forces de l'ordre, et c'est aussi le soutien politique aux forces de l'ordre. À l'époque, il dit que la priorité, ça n'était pas celle-là, puisqu'il n'y avait pas des attentats, et que la priorité, c'était les équilibres des comptes publics. Tout était sûr et tranquille, effectivement, durant cette période. Alors, je ne vais pas polémiquer là-dessus, je dirais simplement que je n'ai pas de leçon de courage à recevoir. Moi, je propose un programme qui est cohérent et qui est réaliste. Prenons l'exemple de ce que propose François Fillon pour la fonction publique, par exemple. 600 000 suppressions de fonctionnaires en 5 ans. C'est tout juste pas possible. Il y aura 570 000 départs à la retraite pendant 5 ans. Ça veut dire que pendant... Il ne peut pas le faire sur 5 ans. Laissez-moi terminer. Ça veut dire que sur 5 ans, on ne recrute absolument personne dans la fonction publique. Je ne connais aucun organisme qui puisse vivre sans apport de sang neuf pendant une période aussi longue. Voilà, donc on pourrait effectivement montrer qu'il ne suffit pas de bomber le torse pour être réaliste et pour pouvoir tenir ses engagements. Il vous répond qu'il passe de 35 à 39 heures dans la fonction publique et que ça compense largement effectivement les départs et même les purges entre guillemets dans la fonction publique. Certainement pas, ce n'est pas la réponse à la question. On a besoin de gens et de femmes nouvelles dans la fonction publique, bien sûr. Et puis les 35 heures et les 39 heures, ça se fera progressivement, naturellement. C'est aussi inscrit à mon programme, donc je souhaite le faire. Ça coûtera d'ailleurs cher à la fonction publique, parce qu'il faudra payer les fonctionnaires 39 heures. Alors, vous dites il ne pourra pas faire ce qu'il dit, mais vos réformes aussi sont dénoncées par la gauche, notamment comme punitives. Ah ben vous voyez qu'elles sont audacieuses, voilà, parce que je ne sais plus à quel sens me fouer à ce moment-là. Ou bien je ne fais rien, ou bien je fais trop. Donc ça veut dire que je suis sans doute sur la bonne ligne. Vos candidats, vos adversaires, effectivement, vous accusent de mollesse, la gauche, de réformes punitives. Mais puisqu'on parle du contexte et de la façon dont il faut écouter le peuple, est-ce que vous pouvez rassurer la France qui souffre avec vos propres recettes, c'est-à-dire 100 milliards de dépenses publiques, dégressivité des allocations chômage, hausse de TVA d'1 point, aucune, en tout cas pas de baisse de l'impôt sur le revenu pour tout le monde? Je précise que l'impôt sur le revenu baissera, alors que dans le programme fiscal de François Fillon, les ménages vont être taxés de 16 milliards d'augmentation de la TVA. Je note simplement au passage. Je note simplement au passage. Les réformes, c'est cela que je veux dire dans les jours qui viennent, c'est pas des réformes punitives, c'est des réformes bénéfiques. Si je veux réformer l'âge légal de départ à la retraite, c'est pour dégager une marge de manœuvre pour aider les petits retraités qui ont été maltraités depuis des années. Je veux aussi rendre justice aux familles qui ont été vraiment saquées, si je puis dire, depuis 2012. Je veux rééquilibrer aussi les territoires. Donc toutes ces réformes, elles seront bonnes pour les Français et bénéfiques pour les Français. Si je veux zéro charge sur le SMIC, c'est pour permettre aux personnes peu qualifiées, les jeunes en particulier, mais pas uniquement les jeunes, de trouver rapidement du boulot. Voilà la finalité de ces réformes. Ça n'est pas pour punir, je le répète, c'est pour aider, et ce sera des réformes bénéfiques pour les Français. Mais c'est pas exactement ce qui ressort de oui, mais c'est ce que je veux dire, moi. Oui, c'est peut-être pas la lecture qu'on en fait, mais c'est ça leur objectif, et c'est ça la vérité. Puisque c'est pas la lecture qu'on en fait... Enfin, que vous en faites, pardon, mais il y a beaucoup de gens
Il y a beaucoup de gens qui en font une lecture différente. La preuve que si c'était aussi pénitif, je ne serais peut-être pas en tête du centre des sondages pour revenir à ce qui nous obsède aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé avec le Brexit, quand on voit ce qui s'est passé avec l'élection de Donald Trump, il y a dans ces victoires, vous le savez, une prime à la caricature, une prime au discours fort, au discours ça, c'est pas populiste. Ça qui va me faire changer, alors, parce que moi, je ne vais pas me caricaturer. Je suis pas milliardaire, donc je peux pas annoncer que je renoncerai à mon indemnité de président de la République. Voyons, redevenons sérieux. L'Amérique, c'est l'Amérique, la France, c'est la France, et je vais pas me laisser entraîner sur ce terrain de la démagogie, naturellement. Donc la démagogie. Quand Nicolas Sarkozy dit, il ne dit pas que l'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle, mais il dit qu'il faut en tenir compte et écouter le peuple. Ça, c'est de la démagogie. Écoutez, ça fait à peu près 2 ans que j'ai sillonné 75 départements français. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces départements? J'y suis resté en général 2 jours et j'ai écouté les Françaises et les Français. J'ai été dans des exploitations agricoles, j'ai été dans des usines, j'ai été voir des associations, j'ai été dans les quartiers nord de Marseille, où Nicolas Sarkozy n'est pas allé d'ailleurs quand il est allé à Marseille. J'étais à Argenteuil. Non, j'ai passé tout mon temps et j'ai passé beaucoup de temps, notamment avec des représentants associatifs. Donc je sais ce qu'est la France qui souffre aujourd'hui. Mais mon objectif, ce n'est pas de dresser les Français les uns contre les autres, ce n'est pas de les cliver, ce n'est pas de faire la course-poursuite avec le Front National, c'est au contraire de réconcilier la France qui est en forme, parce que j'aimerais aussi qu'on parle de la France entreprenante, de la France conquérante, de la France qui est à l'aise dans la mondialisation. Et c'est cette France-là qui doit tirer la France qui est en panne. Je ne veux pas les opposer, je le répète, je veux les réconcilier, parce que j'ai confiance dans l'avenir de mon pays. Cette France ouverte, cette France globalisée, c'est aussi celle qui fait peur. Est-ce que ce discours est c'est celle des jeunes créateurs de start-up, c'est celle des jeunes femmes en formation professionnelle que j'ai vu à Poitiers il y a pas très longtemps et qui étaient pleines d'enthousiasme, qui voulaient travailler, qui étaient enfin sorties du carcan parfois de l'éducation nationale pour se lancer dans l'alternance. Cette France-là, elle existe aussi. Elle est positive, elle envisage l'avenir avec confiance et c'est avec elle que je veux tirer tous ceux qui sont hélas en retard aujourd'hui et que je n'ignore pas. Donc vous dites, je ne veux pas céder à la démagogie. La démagogie, elle est du côté de mes adversaires, Nicolas Sarkozy, François Fillon. C'est vous qui les qualifiez de démagogue, je ne l'ai pas fait moi. C'est vous qui venez d'utiliser le terme. Non, mais je ne l'utilise pas. Vous ne l'utilisez pas. Je dis que j'avais des différences avec eux, je dis qu'il ne suffit pas d'annoncer les choses pour les réaliser. On s'en est rendu compte dans le passé, c'est tout ce que je dis. Nicolas Sarkozy a fait ses premières propositions post-Trump, si je puis dire, c'était hier soir effectivement sur TF1. Il demande à l'Europe de s'armer d'outils protectionnistes face à la volonté de fermeture commerciale de Donald Trump aux États-Unis. Voilà, il a fait 3 propositions hier soir. D'abord, est-ce qu'il a raison d'appuyer sur ce point ? Le protectionnisme est un grand danger pour l'économie mondiale, je dirais pour la paix du monde. Cela dit, il faut défendre nos intérêts. Il y a bien longtemps que je dis que l'Europe ne les défend pas bien. La façon dont a été négocié, en particulier le projet de traité transatlantique, qui est aujourd'hui au point mort, n'a pas été bonne parce qu'il n'y a pas eu un mandat clair donné à nos négociateurs et parce que la négociation n'a pas été transparente. Donc il faut effectivement changer complètement l'état d'esprit à Bruxelles. Il y a un problème qui va se poser à nous dans les toutes prochaines semaines, c'est le statut de la Chine comme économie de marché. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, pour expliquer, on va lui accorder le statut. On va lui donner le statut d'économie de marché, c'est-à-dire qu'elle pourra échanger plus librement avec l'Europe. Les conséquences, c'est que nous serons démunis d'un certain nombre d'outils pour lutter contre ce qui existe, c'est-à-dire le dumping chinois, le dumping social, le dumping fiscal. Et là, il ne faut pas accorder ce statut parce que la Chine ne joue pas réellement le jeu et il faut que l'Europe ait une politique commerciale offensive pour défendre ses intérêts. Je n'aime pas le mot de protectionnisme, je le répète, parce qu'on a déjà essayé ça dans le passé, on sait à quoi ça mène. Je vais prendre juste un exemple. J'étais au Havre la semaine dernière, j'ai discuté avec les dockers du Havre. Eux, ils sont pas protectionnistes, parce qu'ils voient que l'avenir du port du Havre, c'est l'importation et c'est l'exportation, c'est le développement de la France à l'international. Donc soyons prudents avec ce mot qui est un mot du passé et un mot rétrograde. Donc pas protectionniste, mais quand même des protections. De la défense de nos intérêts. De la défense de notre intérêt. Donc, et le cas échéant, quand la Chine ne joue pas le jeu, il faut prendre des mesures de rétorsion et on les prendra d'autant mieux qu'on les prendra au niveau européen, parce qu'on se rend compte que si la France le faisait seule, alors elle serait gravement pénalisée. C'est une raison supplémentaire pour redonner un élan à la construction européenne. Donc vous demandez à Bruxelles ce matin aussi de refuser à la Chine son statut d'économie de marché. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le redis ce matin. De prendre des mesures de rétorsion lorsqu'il y a des cas caractérisés de tricherie et de dumping. D'ailleurs, c'est fait, on le fait à plusieurs reprises. Il faut être très ferme sur cette défense de nos intérêts. Je crois que trop souvent, effectivement, nous avons été naïfs en matière de concurrence internationale. Donc des sanctions, des protections, de façon effectivement à nous montrer des mesures anti-dumping, c'est comme ça que ça s'appelle. Des mesures anti-dumping, mais pas de protectionnisme, c'est un mot que vous ne voulez pas. Parce qu'il nous entraîne dans un schéma qui est exactement celui du Front National, d'ailleurs, du repliement de la France sur
elle-même. Et je pense que c'est très dangereux, non seulement pour des raisons économiques, même pour des raisons politiques. Protectionnisme plus nationalisme. Et on entend à nouveau murmurer ici ou là le mot de guerre, hein, guerre froide, guerre des civilisations, guerre de religion. Moi, je veux que la France soit forte pour défendre ses intérêts, mais aussi qu'elle soit messagère de paix et de concorde sur la scène internationale. On parlait de votre rapport au peuple tout à l'heure. Vous avez fait une petite boulette hier en ressuscitant une enseigne disparue depuis 15 ans dans une interview à France 3. Vous avez parlé de prise unique. Je voudrais vous rassurer tout à fait. Je salue la vigilance de tous les observateurs. Je fais mes courses moi-même à Bordeaux, hein, et je vais pas effectivement au prix unique, je vais à Monoprix, je vais à Auchan et je vais à Simply Market ou à Carrefour Market. Donc si vous voulez, on ira les faire ensemble. Vous voyez que je vis dans le monde réel et je fais la queue à la caisse de ces différents magasins. Non mais pourquoi je vous dis ça? C'est pas seulement anecdotique. Les Français, les Français reprochent souvent aux politiques, et ça c'est pas anecdotique, de ne pas être dans la vraie vie. C'est comme Jean-François Copé, qui avec ses pains au chocolat ou 15 centimes. Vous savez bien que ce sont des choses que les Français venez à Bordeaux, venez dans mon quartier et vous demanderez aux gens s'ils me voient souvent, non pas au prix unique, dont acte, je bats ma coulpe, j'ai fait une énorme connerie, c'est épouvantable, ça disqualifie ma candidature à la présidence de la République, je le reconnais volontiers. Mais ils vous diront qu'ils me voient régulièrement au Monoprix, près de la mairie, pour aller faire mes courses et acheter mon petit déjeuner du lendemain matin. Voilà, c'est ça pour moi la vraie vie aussi. Pour vous, c'est révélateur de rien. Arrêtons de caricaturer, les hommes politiques ne vivent pas comme ça, dans une espèce de donjon extérieur. Et quand on est maire depuis 20 ans, je préfère vous dire qu'on sait ce que c'est que... Pardon, à nouveau, les supérettes de proximité. Mais c'est peut-être comme ça que ça s'appelle. C'est le dernier mot de cette interview. Merci beaucoup Alain Juppé d'avoir été notre invité ce matin dans ce studio de RTL. Sur les sondages, je pense que François Fillon était sous-estimé et qu'en tant que favori, je concentre les attaques, vient de nous dire Alain Juppé, qui estime impossible par ailleurs la suppression de 600 000 fonctionnaires annoncée par le même François Fillon. Et quant à l'élection du nouveau président des États-Unis, Alain Juppé vient de déclarer que le protectionnisme était un grand danger pour l'économie mondiale et même pour la paix. Merci à tous les deux. On retrouve bien entendu cet entretien sur le site rtl.fr et je vous rappelle que demain, Nicolas Sarkozy sera dans ce studio et mercredi, il s'agira de François Fillon. RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, Barack Obama commence donc une tournée d'adieu en Europe où il rencontrera les principaux dirigeants, tout cela dans un climat bouleversé par l'élection de Donald Trump. Et oui, ils pleurent comme des enfants qui ont perdu leur papa. Comme des enfants du divorce qui voient leur père quitter leur mère. Les Américains ont choisi Donald Trump, mais ce sont les Européens qui regrettent le plus Hillary Clinton. Tous ceux qui croient encore au monde libre, en la fable de l'oncle Sam bienveillant, tous les atlantistes, tous les libéraux, tous ceux qui ont la foi dans les vertus du libre-échange, tous ceux qui se sentent à l'abri sous le parapluie nucléaire américain, tous ceux qui ont peur de l'ogre russe, tous ceux qui considèrent que l'Amérique est la mère des démocraties, tous ceux qui ont la bannière étoilée dans le cœur, avant même leur propre drapeau, tous ceux qui sont éternellement reconnaissants à l'Amérique de les avoir libérés de la botte nazie, en oubliant seulement que c'est la Russie qui a brisé la machine de guerre allemande. Oui, tous ceux-là ont la gueule de bois. Leur monde s'écroule. Les commissaires de Bruxelles s'apprêtent à jeter à la poubelle les énormes dossiers du traité de libre-échange transatlantique et s'affolent à l'idée de voir déverser en Europe toutes les marchandises que les Chinois ne pourront plus vendre sur le marché américain. Laurent Fabius et Ségolène Royal pourront lire les milliers de pages de la COP21 pour meubler leur nuit d'insomnie. Les dirigeants des pays baltes et de la Pologne, eux, ne dorment plus que d'une oreille, effrayés à l'idée que Trump et Poutine s'entendent sur leur dos. Les autres dirigeants européens affolés comptent les milliards d'euros qu'ils devront investir dans leur budget militaire si Trump vide l'OTAN de sa substance. Bref, la surprise est totale ? Ils auraient dû pourtant s'y attendre. Ils auraient dû se méfier. Ils auraient dû mieux écouter ce que leur murmurait Obama. Ah, les manières du distingué Barack étaient bien sûr plus polissées. Mais le fond n'était pas substantiellement différent des vociférations de Donald. Déjà, Obama n'avait plus Dieu que pour la Chine et son fameux pivot. Déjà, le Congrès américain à majorité républicaine n'entendait pas ratifier les résultats de la COP21. Déjà, Hillary Clinton avait renoncé au traité transatlantique sur la pression de sa base du Parti démocrate. Déjà, les militaires américains disaient le plus grand mal de l'OTAN. Ils jugeaient les forces européennes minables, voire encombrantes. Seules les troupes françaises en Afrique trouvaient grâce à leurs yeux. En vérité, l'OTAN est devenue inutile depuis la chute de l'URSS il y a 25 ans. L'état-major américain a tout de suite proposé sa dissolution.
Mais les présidents américains ne l'ont conservé que pour justifier le maintien de leur protectorat sur l'Europe. L'OTAN et son illusion de solidarité occidentale sont très utiles pour opposer les Européens de l'Ouest, et en particulier l'Allemagne, à la Russie. Et l'OTAN est commode pour clouer le bec à ces Français qui poursuivent sans se lasser leur chimère de défense européenne. Mais les dirigeants européens n'ont rien voulu voir, ni rien voulu savoir. Après le Brexit, la surprise devient chez eux une seconde nature. Si gouverner, c'est prévoir, il faut admettre qu'il y a belle lurette que nous ne sommes plus gouvernés. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Barack Obama commence donc une tournée d'adieu en Europe où il rencontrera les principaux dirigeants, tout cela dans un climat bouleversé par l'élection de Donald Trump. Et oui, ils pleurent comme des enfants qui ont perdu leur papa, comme des enfants du divorce qui voient leur père quitter leur mère. Les Américains ont choisi Donald Trump, mais ce sont les Européens qui regrettent le plus Hillary Clinton. Tous ceux qui croient encore au monde libre, en la fable de l'oncle Sam bienveillant, tous les atlantistes, tous les libéraux, tous ceux qui ont la foi dans les vertus du libre-échange, tous ceux qui se sentent à l'abri sous le parapluie nucléaire américain, tous ceux qui ont peur de l'ogre russe, tous ceux qui considèrent que l'Amérique est la mère des démocraties, tous ceux qui ont la bannière étoilée dans le cœur, avant même leur propre drapeau, tous ceux qui sont éternellement reconnaissants à l'Amérique de les avoir libérés de la botte nazie, en oubliant seulement que c'est la Russie qui a brisé la machine de guerre allemande. Oui, tous ceux-là ont la gueule de bois. Leur monde s'écroule. Les commissaires de Bruxelles s'apprêtent à jeter à la poubelle les énormes dossiers du traité de libre-échange transatlantique et s'affolent à l'idée de voir déverser en Europe toutes les marchandises que les Chinois ne pourront plus vendre sur le marché américain. Laurent Fabius et Ségolène Royal pourront lire les milliers de pages de la COP21 pour meubler leur nuit d'insomnie. Les dirigeants des pays baltes et de la Pologne, eux, ne dorment plus que d'une oreille, effrayés à l'idée que Trump et Poutine s'entendent sur leur dos. Les autres dirigeants européens affolés comptent les milliards d'euros qu'ils devront investir dans leur budget militaire si Trump vide l'OTAN de sa substance. Bref, la surprise est totale ? Ils auraient dû pourtant s'y attendre. Ils auraient dû se méfier. Ils auraient dû mieux écouter ce que leur murmurait Obama. Ah, les manières du distingué Barack étaient bien sûr plus polissées. Mais le fond n'était pas substantiellement différent des vociférations de Donald. Déjà, Obama n'avait plus Dieu que pour la Chine et son fameux pivot. Déjà, le Congrès américain, à majorité républicaine, n'entendait pas ratifier les résultats de la COP21. Déjà, Hillary Clinton avait renoncé au traité transatlantique sur la pression de sa base du Parti démocrate. Déjà, les militaires américains disaient le plus grand mal de l'OTAN. Ils jugeaient les forces européennes minables, voire encombrantes. Seules les troupes françaises en Afrique trouvaient grâce à leurs yeux. En vérité, l'OTAN est devenue inutile depuis la chute de l'URSS il y a 25 ans. L'état-major américain a tout de suite proposé sa dissolution. Mais les présidents américains ne l'ont conservé que pour justifier le maintien de leur protectorat sur l'Europe. L'OTAN et son illusion de solidarité occidentale sont très utiles pour opposer les Européens de l'Ouest, et en particulier l'Allemagne, à la Russie. Et l'OTAN est commode pour clouer le bec à ces Français qui poursuivent sans se lasser leur chimère de défense européenne. Mais les dirigeants européens n'ont rien voulu voir, ni rien voulu savoir. Après le Brexit, la surprise devient chez eux une seconde nature. Si gouverner, c'est prévoir, il faut admettre qu'il y a belle lurette que nous ne sommes plus gouvernés. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Barack Obama commence donc une tournée d'adieu en Europe où il rencontrera les principaux dirigeants, tout cela dans un climat bouleversé par l'élection de Donald Trump. Et oui, ils pleurent comme des enfants qui ont perdu leur papa, comme des enfants du divorce qui voient leur père quitter leur mère. Les Américains ont choisi Donald Trump, mais ce sont les Européens qui regrettent le plus Hillary Clinton. Tous ceux qui croient encore au monde libre, en la fable de l'oncle Sam bienveillant, tous les atlantistes, tous les libéraux, tous ceux qui ont la foi dans les vertus du libre-échange, tous ceux qui se sentent à l'abri sous le parapluie nucléaire américain, tous ceux qui ont peur de l'ogre russe, tous ceux qui considèrent que l'Amérique est la mère des démocraties, tous ceux qui ont la bannière étoilée dans le cœur, avant même leur propre drapeau, tous ceux qui sont éternellement reconnaissants à l'Amérique de les avoir libérés de la botte nazie,
en oubliant seulement que c'est la Russie qui a brisé la machine de guerre allemande. Oui, tous ceux-là ont la gueule de bois. Leur monde s'écroule. Les commissaires de Bruxelles s'apprêtent à jeter à la poubelle les énormes dossiers du traité de libre-échange transatlantique et s'affolent à l'idée de voir déverser en Europe toutes les marchandises que les Chinois ne pourront plus vendre sur le marché américain. Laurent Fabius et Ségolène Royal pourront lire les milliers de pages de la COP21 pour meubler leur nuit d'insomnie. Les dirigeants des pays baltes et de la Pologne, eux, ne dorment plus que d'une oreille, effrayés à l'idée que Trump et Poutine s'entendent sur leur dos. Les autres dirigeants européens affolés comptent les milliards d'euros qu'ils devront investir dans leur budget militaire si Trump vide l'OTAN de sa substance. Bref, la surprise est totale ? Ils auraient dû pourtant s'y attendre. Ils auraient dû se méfier. Ils auraient dû mieux écouter ce que leur murmurait Obama. Ah, les manières du distingué Barack étaient bien sûr plus polissées. Mais le fond n'était pas substantiellement différent des vociférations de Donald. Déjà, Obama n'avait plus Dieu que pour la Chine et son fameux pivot. Déjà, le Congrès américain, à majorité républicaine, n'entendait pas ratifier les résultats de la COP21. Déjà, Hillary Clinton avait renoncé au traité transatlantique sur la pression de sa base du Parti démocrate. Déjà, les militaires américains disaient le plus grand mal de l'OTAN. Ils jugeaient les forces européennes minables, voire encombrantes. Seules les troupes françaises en Afrique trouvaient grâce à leurs yeux. En vérité, l'OTAN est devenue inutile depuis la chute de l'URSS il y a 25 ans. L'état-major américain a tout de suite proposé sa dissolution. Mais les présidents américains ne l'ont conservé que pour justifier le maintien de leur protectorat sur l'Europe. L'OTAN et son illusion de solidarité occidentale sont très utiles pour opposer les Européens de l'Ouest, et en particulier l'Allemagne, à la Russie. Et l'OTAN est commode pour clouer le bec à ces Français qui poursuivent sans se lasser leur chimère de défense européenne. Mais les dirigeants européens n'ont rien voulu voir, ni rien voulu savoir. Après le Brexit, la surprise devient chez eux une seconde nature. Si gouverner, c'est prévoir, il faut admettre qu'il y a belle lurette que nous ne sommes plus gouvernés. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Barack Obama commence donc une tournée d'adieu en Europe où il rencontrera les principaux dirigeants, tout cela dans un climat bouleversé par l'élection de Donald Trump. Et oui, ils pleurent comme des enfants qui ont perdu leur papa. Comme des enfants du divorce qui voient leur père quitter leur mère. Les Américains ont choisi Donald Trump, mais ce sont les Européens qui regrettent le plus Hillary Clinton. Tous ceux qui croient encore au monde libre, en la fable de l'oncle Sam bienveillant, tous les atlantistes, tous les libéraux, tous ceux qui ont la foi dans les vertus du libre-échange, tous ceux qui se sentent à l'abri sous le parapluie nucléaire américain, tous ceux qui ont peur de l'ogre russe, tous ceux qui considèrent que l'Amérique est la mère des démocraties, tous ceux qui ont la bannière étoilée dans le cœur, avant même leur propre drapeau, tous ceux qui sont éternellement reconnaissants à l'Amérique de les avoir libérés de la botte nazie, en oubliant seulement que c'est la Russie qui a brisé la machine de guerre allemande. Oui, tous ceux-là ont la gueule de bois. Leur monde s'écroule. Les commissaires de Bruxelles s'apprêtent à jeter à la poubelle les énormes dossiers du traité de libre-échange transatlantique et s'affolent à l'idée de voir déverser en Europe toutes les marchandises que les Chinois ne pourront plus vendre sur le marché américain. Laurent Fabius et Ségolène Royal pourront lire les milliers de pages de la COP21 pour meubler leur nuit d'insomnie. Les dirigeants des pays baltes et de la Pologne, eux, ne dorment plus que d'une oreille, effrayés à l'idée que Trump et Poutine s'entendent sur leur dos. Les autres dirigeants européens affolés comptent les milliards d'euros qu'ils devront investir dans leur budget militaire si Trump vide l'OTAN de sa substance. Bref, la surprise est totale ? Ils auraient dû pourtant s'y attendre. Ils auraient dû se méfier. Ils auraient dû mieux écouter ce que leur murmurait Obama. Ah, les manières du distingué Barack étaient bien sûr plus polissées. Mais le fond n'était pas substantiellement différent des vociférations de Donald. Déjà, Obama n'avait plus Dieu que pour la Chine et son fameux